Les festins, alors c'est ce qui m'a motivée ou guidée dans ce regard sur les archives. C'est d'une part ce qu'on nous dit depuis quelques années, à savoir que ma génération, c'est-à-dire la génération, l'exemple type Baby Boom, 20 ans 68 à Paris, MLF, etc., que nous aurions eu des ratés dans la transmission. Donc moi, je m'étais jamais posé la question de la transmission. Je ne me la pose que depuis très peu d'années. Je crois qu'on courait toujours en avant, donc on regardait jamais en arrière. Enfin, pour ma part, c'est ce que je dirais de mon parcours, mais aussi de sans doute d'autres parcours que le mien. Donc cette question de transmission, j'y comprends rien, mais je sais que c'est important. Mais je sais que j'ai l'impression qu'en même temps, on a offert sans cesse, enfin, des choses. Voilà, c'est ça. Et la deuxième raison pour laquelle, qui m'a guidée dans ce choix, c'est ce que j'appellerais plus une contribution historiographique, c'est-à-dire justement quand on vous raconte votre histoire, ce qui m'arrive à moi et à ma génération, c'est-à-dire mon histoire des années 70, du féminisme, euh, je sursaute toujours parce qu'il y a des trucs, ça ne me va pas. Alors ça ne me va pas pourquoi? Parce que on est amené à faire quelque chose d'assez évident qui est de vouloir emblématiser une lutte. Donc c'est la lutte autour de l'avortement, de la contraception et de l'avortement, qui certes, Dieu sait si c'est important, y compris dans la pratique militante, mais en même temps ça gomme toute une série de choses qui sont aujourd'hui reprochées donc à ce temps du mouvement, mais en dehors du reproche qui met l'histoire c'est parlé, donc c'est pas grave. C'est une question d'historiographie, c'est-à-dire comment on a été amené à, à simplifier finalement les temps forts du féminisme. Et nous-mêmes l'avons fait, hein, là, donc il n'y a aucune plainte de ma part. Nous-mêmes l'avons fait avec les suffragettes, et dont nous disions pique-pendre dans les 70, et pour des raisons assez évidentes, sur lesquelles je vais revenir, mais enfin évidentes, pas nécessairement bonnes, mais en tout cas on comprend pourquoi. Et c'est évidemment une profonde erreur qui m'interroge encore aujourd'hui. Donc voilà, entre l'idée de la transmission et l'idée de l'historiographie, ce sont un peu les deux démarches qui me paraissent importantes, et deux qui ont guidé donc le choix d'archives qui est par rapport à ces deux choses plutôt que par rapport à ce que moi j'aurais eu envie de mettre en avant dans ma propre histoire. Mais cela dit, ça peut croiser des moments où j'ai reconnu des choses. C'est pour ça que j'ai dit en t'entendant de les contacter. Alors, voulez-vous me dire exactement votre... c'est ça, c'est uniquement parce que vous venez pour aider. Oui, non, c'est-à-dire que nous, justement, on est pour que les femmes se mettent à lutter et on considère qu'elles ont toujours été brimées dans la société. Oui. Et donc, quand il y a des femmes qui se battent toutes seules et que... Toutes seules, elles se battent pas toutes seules. Enfin, pas toutes seules. À l'intérieur, je comprends que la... Bon, et donc, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on pense que c'est vraiment important de le montrer à d'autres femmes partout et surtout... Vous êtes venu vous rendre compte ou vous essayez de nous aider ou quoi, comment? Ben, on est aussi vous aider, oui, on est solidaires. solidaire, d'accord. Par exemple, on a fait une collecte, Ah, j'appuie. Voilà. Bon, non, nous, on n'est pas J'accuse, on est le mouvement de libération des femmes. Alors, c'est pas la peine de dire des choses fausses non plus. oui, c'est Bon, parfait. alors, moi, je suis le mouvement de libération des femmes. Donc, vous nous dites de ne pas mentir, mais vous non plus, vous n'avez pas à mentir. Enfin, on vient de dire faut ça à rester Dame. courtoise, Exact, oui, bon, ben d'accord, mais... Bon, alors simplement ce que je veux Voilà, dire... c'est moi qui vous ai posé la question, voilà. répondez-moi. Oui, oui. Ah ben non, mais bien sûr. Merci. C'est Enfin, d'ailleurs, moi, j'ai venu vous le demander. Parce que... Non, mais justement, mais d'ailleurs, ça nous intéresse de vous adresser à vous. D'accord. Oui. Bon, alors justement, on a fait une collecte Oui, hier je viens soir, de le voir. et on va peut-être en faire une ce soir aussi. Je vous remercie. Bon, et Comme ça, je sais pourquoi vous êtes là, parce qu'on le demande, parce que des fois, on n'ose pas prendre contact avec quelques-unes ou quelques-uns qui arrivent, voyez, alors le mieux, c'est rentrer tout de suite, comme ça, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, on s'est aperçu que pour nous, c'était quelque chose de très très bien, que dans le fond, il n'y ait pas d'homme qui ait fait grève.
et puis qu'on était assez grandes pour continuer ce qu'on avait fait jusque-là. Il y aurait eu des hommes parmi nous, on les aurait gardés. Mais il n'y en avait pas, je crois que ça a été pour nous une sauvegarde. Pour notre publicité hein, et pour nos responsabilités familiales. J'espère que de ce côté-là, vous m'avez compris. En plus, vous occupez de celle de Lucie à garder. Ah oui. Vu qu'il faisait pas la Ben, taille, on a certaines femmes ça nous que... occupait de ça. Oui. Alors, vu qu'après on les a plus laissés rentrer, on avait déjà pas cette salle-là à s'occuper. On avait déjà. Oui, puis ils les avaient bouclés et tout. Il fallait les empêcher de travailler Mais avec sans arrêt à côté d'eux. sur le plan familial, hein, il se passe une chose, on a certaines femmes qui ont dit « Mon mari aurait su qu'il y avait des hommes à l'intérieur, ne m'aurait pas laissé passer de nuit. » Mais du fait que vous êtes que des femmes, alors là, débrouillez-vous. On sait que c'est une réalité, mais ce qu'on vient de passer entre nous toutes, alors qu'on se connaissait si peu. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est merveilleux parce qu'on se connaît toutes. Pour l'une ou pour l'autre, il n'y a plus de différence. Alors qu'avant, il y avait toujours un moindre soupçon. Mais là, il n'y en a plus. C'est fini. Et ça, je crois que c'est merveilleux hein, entre nous. C'est pas sympathique. Du fait que vous, Elle nous plaît plus ou moins. du fait que vous étiez bien habillée, on disait, dis donc, celle-là, je me demande pourquoi elle vient travailler. Hein, vous avez dit coquette. Vous avez une qui est habillée mal. Qui est pas... J'en sais rien, moi, vous voyez ce que je veux dire de ce côté-là. Eh ben, on jugeait comme ça un peu. Oh, dis-toi que elle pourrait s'acheter ça, ou oh, elle ne doit pas être à ce point-là. Mais maintenant, ça n'existe plus entre nous. Si elle était comme ça, c'est qu'elle le désire. C'est qu'elle vit comme ça. Si elle vit comme ça, si elle va au coiffeur toutes les semaines, ben c'est parce qu'elle sent qu'elle a besoin d'être comme ça. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus de différence entre nous. Voilà. Alors Delphine va vous dire un peu qu'est-ce qu'on a fait, et puis on essaierait
essaiera de voir avec vous, au fond, sur ces questions donc, qu'on s'était posées, les conditions de détention, quelles sont-elles, qu'est-ce qu'on peut en savoir de plus, qu'est-ce qu'en disent les femmes allemandes. Bon, on est arrivé mardi matin à Stuttgart et nous avons été voir le juge qui détient le droit de donner des permis de visite à Irmgard Möller. Ce juge n'est pas à Stuttgart, il est à Heidelberg, puisque c'est à Heidelberg que doit avoir le prochain procès de Irmgard. Alors, nous avons été à Heidelberg, et là, c'était un peu l'heure du déjeuner, comme ça. Alors, on nous a dit que le juge n'était pas là. Nous sommes présentés avec nos lettres à la main, demandant de la voir pendant 1 heure. Et disant que nous voulions voir le juge, et dans les lettres, nous demandions le permis de lui rendre visite chacune 1 heure. L'une de nous est entrée dans son bureau et elle nous a dit en ressortant que la réponse était non, que nous ne pourrions pas voir Irmgard, que la raison pour laquelle nous ne pourrions pas la voir était qu'elle poursuivait une grève de la faim et qu'elle était dans un état déplorable, enfin qu'elle était en très mauvaise santé. Alors que nous demandions justement à la voir pour savoir dans quel état de santé elle était. Enfin, la réponse a été non catégoriquement et il nous a dit, d'ailleurs, j'ai refusé aux parlementaires italiennes ce même permis de visite. Et personne ne la verra tant qu'elle est dans ce mauvais état de santé. Bonjour, je m'appelle Colette Auger, je suis avocate et présidente d'une association Révolte Légitime qui a élaboré une proposition de loi qui a pour objet de résoudre les problèmes qui se posent à ce que j'appellerais les nouvelles familles en matière de nom. Il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de couples qui choisissent d'avoir des enfants sans se marier. C'est une donnée objective sur laquelle il n'y a pas de jugement de valeur à apporter, c'est une réalité, il faut y apporter des réponses, notamment en ce qui concerne le nom. En effet, que ce soit dans le cas de divorce ou dans le cas de la filiation naturelle, l'un des 2 parents va se retrouver exclu au niveau de ce lien affectif et social qu'est le nom de sa filiation. Par conséquent, pour y remédier, j'ai pensé que désormais, il serait souhaitable que les enfants naturels et les enfants légitimes se voient attribuer le nom de leurs 2 parents accolés. Ceci aurait par ailleurs le mérite pour les enfants de ces nouvelles familles de les relier entre eux par au moins l'un de leurs 2 noms qui leur serait commun. Et à la 2e génération, chacun choisirait de transmettre l'un de ces 2 noms. Cette proposition de loi a été déposée auprès de divers ministères. Elle a été déposée auprès de tous les groupes parlementaires. Je peux dire d'ores et déjà qu'elle a reçu le meilleur accueil de la part du ministère des Droits de la Femme, de Madame Roudy, qui envisage de le présenter au prochain conseil interministériel du mois de juin. Mais il ne faut pas s'en remettre simplement à cet accord de principe. Et si vous souhaitez que cette proposition de loi aboutisse, alors il faut que vous adressiez vos signatures à l'association Révolte Légitime. L'adresse de l'association est notée là, 10 2 x 5, boulevard Raspail, Paris 7e. Je répète, 10
boulevard Raspail, Paris, 7e, association Révolte Légitime. Comme je disais tout à l'heure, il y aura toujours une raison subjective à ces choix et en même temps une raison historiographique, donc politique. Alors, quatre extraits. Le premier de 71, celui de la grève de Troyes. On peut faire hommage à celles dont j'ai, que ce soit les Cathy, Annette, etc., qui vont à Troyes. Et pour ma part, c'est en fait parce que j'avais envie de parler de l'IP et de l'histoire des femmes de l'IP, que finalement j'ai choisi Troyes pour des raisons de film, parce que moi j'avais été à la marche de l'IP dans la boue, qui est si bien filmée, et qui est dans les archives, mais qui n'était pas représentatif. Et là, ce qui est formidable, c'est que par rapport à ce que ça raconte de l'histoire du mouvement des femmes, on comprend. Que se passe-t-il entre les filles du ML, du tout début du MLF et des ouvrières en grève, et d'une grève qui a été importante, qui est la grève de Troyes. Donc c'est la première chose, et on voit, c'est intéressant, la première image, c'est hop, l'homme va dire que quand même ils font quelque chose, les filles bloquent, et néanmoins, il apparaît l'histoire de la collecte, c'est-à-dire on est pour aussi l'argent que nous apportez, ce qui est tout à fait politiquement logique. Le deuxième moment, c'est quand elle dit, et moi, sur le moment, je n'ai pas compris, quand elle dit, j'espère que vous nous comprenez, que les hommes ne pouvaient pas être là. Et moi, je ne comprends rien, en fait. Et en fait, c'est oui, parce que qu'est-ce qui se passerait la nuit si les hommes étaient là? Donc on comprend vite, et après, c'est pas dans l'extrait, mais on voit que les hommes étaient là et sont venus les soutenir. C'est pas pour ça qu'ils les ont pas soutenus. Notamment, ils apportaient à la grille, je sais pas, du matériel ou de la nourriture, etc. Donc ils étaient en soutien, mais dans une structure qui était effectivement assez claire. Et puis le troisième moment, qui est aussi important, c'est quand elle dit qu'il n'y a plus de différence entre nous. Entre celles qui s'habillaient bien ou qui allaient chez le coiffeur toutes les semaines et celles qui n'y vont pas. Donc quelque chose de la différence s'efface parce qu'on est ensemble. Ça, c'est quand même quelque chose du mouvement de libération des femmes qu'on a quand même beaucoup accompagné, qui recommence aussi d'ailleurs aujourd'hui, ou qui n'a d'ailleurs peut-être jamais cessé, qui est en même temps problématique, que la question évidemment de l'être ensemble horizontal, donc sans verticalité, c'est-à-dire on est toutes pareilles, mais je trouvais que c'est dit, et on va y revenir dans un autre extrait dans le deuxième moment, c'est quand même quelque chose qui revient de manière assez spontanée, c'est-à-dire sans réflexion en amont, c'est voilà, les choses ont changé entre nous. Et ça, je ne suis pas sûre que enfin, je suis pas sûre, non, j'en sais rien, si des groupes d'hommes diraient la même chose. Mais là, il y a cette transformation. Donc, on a à la fois la distance entre les filles du début du MLF et les ouvrières, et en même temps la constatation que cette différence, finalement, elle est aussi redéfinie, ou en tout cas transformée par l'action en cours. Donc voilà, ça c'était la première chose. La seconde chose, c'est la manif à la frontière espagnole. Alors ça, c'est moi en 71, en fait, je passe l'année en Allemagne pour ma maîtrise, donc je vois ça d'assez loin, mais là, en 75, je serais bien allée à Hendaye, sauf que je suis prof de philo dans un lycée du Nord, que je risque pas de pouvoir y aller, mais c'est quelque chose qui m'a marqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est les femmes contre le fascisme. Ça c'est, bon, il y a 5 militants basques vont être exécutés en Espagne, donc il y a une accélération de la mobilisation antifasciste contre Franco, qui va tomber peu de temps après d'ailleurs, mais qui est encore d'une extrême puissance. Et donc ces femmes, et la manifestation est importante, et c'est Carole qui filme, et la manifestation est extrêmement importante. Et alors ça, c'est la première raison, c'est-à-dire que c'est une manifestation politique. Alors là, vous voyez, en s'éloignant, tout ça, c'est pour... on a la question des classes sociales dans le premier extrait. Là, on a la question d'un militantisme dit politique, comme si le reste l'était pas, le reste l'est, nous le savons. Mais néanmoins, là, c'est clairement contre le fascisme et contre Franco qu'a lieu cette manifestation. Et ce n'est pas pour sauver des femmes, c'est pour sauver des hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on voit tout à la fin, c'est que c'est quand même très fort en termes politiques, puisque vous avez
la police qui est là et qui les arrête, hein, qui arrête le mouvement, qui arrête la manifestation. Donc on est dans un rapport de force quand même assez violent. Et la troisième chose, c'est un slogan dont je ne cesse de me servir dans des débats publics, comme ici, où la dernière fois c'était dans un colloque de philo en janvier dernier au quartier latin, et c'est le machisme fait le lit du fascisme. Donc c'est le slogan, donc vous le voyez, vous l'avez vu, j'ai choisi, où on le voit, juste après « à bas la mort », il y a le machisme fait le lit du fascisme. Et ça, pour moi, ça me permet de résumer en un slogan mes interventions quand je dis arrêtez de dire que le mouvement des femmes, c'était seulement la lutte pour la contraception et l'avortement, bien que on sait l'importance que ça a, et ensuite le changement de la loi sur le viol, et je vais y revenir. Donc on a là, dans le machisme et l'élite du fascisme, un concentré de ce qui fait aussi l'être au monde politique du mouvement de libération des femmes. Donc d'où, je pense que je continuerai à me servir de ce slogan, parce qu'il est d'une concision qui frappe tout de suite les esprits et qui est bien utile. Alors, sur 77, et donc la conférence de presse que font Simonif et Delphine Seyrig, là, je dois dire, c'est une surprise, c'est étonnant, parce que moi, j'ai vu ces deux femmes dans deux cadres totalement toujours différents à l'intérieur du mouvement des femmes. Et bon, Simone aura une vie beaucoup plus longue, bien sûr, que Delphine. Mais alors, de les voir toutes les deux ensemble, à propos d'une prisonnière allemande, au moment de la RAF, donc de la Rote Armée allemande, qui était effectivement violente dans sa lutte anticapitaliste, avec beaucoup de prisonniers. Ces prisonniers, certains sont morts et morts. Enfin bon, bref, c'est une histoire d'une violence extrême dans leur acte, comme dans la vie qu'ils auront comme prisonniers. Et donc moi, évidemment, on se souvient d'Ulrike Meinhof, on se souvient moins de Imre, mais et même pas du tout pour moi. Mais c'est surtout la rencontre entre ces deux femmes que j'ai voulu juste montrer. Normalement, on ne les voit pas ensemble. Puis on voit Delphine du côté de Miso et Mazo, du côté de Valérie Solanas, du côté etc. Tout ça. Et tout d'un coup, elle est là, sur une démarche à l'étranger, qui est d'ailleurs une démarche qui au même moment se fait avec des femmes italiennes. Donc qui se verront aussi refuser l'accès à la prisonnière. Donc c'était juste pour montrer, au fond c'est l'image que j'avais envie de montrer simplement, c'est-à-dire de ces deux femmes, l'une c'est quand même présidente du planning familial, Simone, l'autre c'est l'actrice féministe, voilà, et les voilà ensemble pour aller en Allemagne. Ça me paraît aussi une image qui est proche de tas de souvenirs, quoi, où il y avait comme ça des mélanges de personnes, et c'est ça qui a été aussi la spontanéité, ou le spontanéisme, on aurait dit à l'époque, du mouvement de libération des femmes. Et voilà pourquoi je l'ai choisi. Alors, la dernière, Colette Auger, ça c'est quasiment biographique, vous allez comprendre très vite. D'abord, c'est très drôle ce côté officiel. Alors, il y a deux choses. Il y a le biographique, je vais peut-être y dire après. Mais ce qui marque, pourquoi je l'ai retenu, c'est pas pour la question biographique que je vous raconterai dans une seconde, c'est parce que c'est l'argumentation de Colette. C'est-à-dire, bon, moi je suis un des membres de cette association Révolte Légitime, mais donc nous avons d'autres raisons que celles qu'elle donne là, quand elle fait un petit film officiel avec Carole, pour sans doute le distribuer. Même ce que je me souviens, j'avais moi été le distribuer auprès de Colette Audry, voilà, pour éventuellement avoir son soutien, le soutien du Parti Socialiste, de l'ISERES, je crois que ça s'appelait, son association, enfin bon. Et elle emploie l'argument, alors j'ai sauté sur ma chaise quand j'ai trouvé l'extrait, où elle dit, c'est parce que maintenant il y a de plus en plus de divorces, vous comprenez, alors il faut qu'il y ait des noms de famille pour tout le monde, et qu'il y ait des filiations. Bon, vous savez que on est 20 ans avant qu'il y ait un changement de loi, ça sera au début des années 2000, qu'il y aura une loi où on peut transmettre le nom de la mère et pas seulement le nom du père. Donc ce sera 20 ans plus tard. Et là, en attendant, ce qui est drôle, c'est que elle utilise cet argument. Alors pourquoi je voulais le montrer, non pas pour me moquer ou pour trouver ça bizarre, compte tenu de ce que je vais vous raconter ensuite, mais parce que c'est quelque chose avec quoi j'ai commencé moi mon travail sur les femmes de la Révolution de 1848, ça c'était en 74-75, quand on a fondé Révolte Logique, la revue Révolte Logique, vous entendez aussi le mot révolte, avec Jacques Rancière, autour de Jacques Rancière, c'était que je m'étais intéressée à la stratégie des femmes de la Révolution de 48. Comment elles voulaient obtenir leurs droits, comment elles voulaient convaincre
soit leurs compagnons, soit leurs opposants, du bon droit de leur lutte. Et là, elles étaient ce que j'avais appelé féminisme et moralisme, non pas qu'elles croyaient à la morale, mais elles pensaient que ça serait bien de dire, vous savez, on va être des citoyennes parfaites, on va nettoyer le ménage mal administré de l'État, ça c'est Jeanne de Rouen, bref, on sera des bonnes ménagères dans l'espace public et dans l'espace citoyen. Et à mon avis, en tout cas c'est la lecture que j'en ai fait à l'époque, c'est qu'elles n'y croient pas plus que quand Colette raconte que c'est pour arranger les histoires de post-divorce qu'il faut changer la loi. Parce que voilà l'histoire. En 1980, on est plusieurs, c'est drôle, parce que c'est la fin d'une décennie, on est plusieurs à faire des enfants. Colette fait un enfant, Mathieu. Moi, j'aurai une fille, Chloé. Mais je me souviens, Marianne Merleau-Ponty, enfin, tout le groupe qui s'est retrouvé, Françoise Pic et d'autres. On a eu des enfants en 80. Et les discussions, Colette était effectivement déjà vent debout sur cette affaire du double nom. Et elle nous a fourni une possibilité de donner le nom de la mère, et pas seulement le nom du père, et sans léser le père. Alors voilà comment ça s'est passé. Donc la question, c'est pas tellement d'imaginer qu'on allait toutes divorcer de nos conjoints respectifs à l'époque, c'est que il fallait donc faire bouger cette tradition, alors pour le coup très patriarcale, qui est la transmission du nom et qui touche à la symbolique effectivement. Donc je ne vois pas le divorce dans tout ça, mais en revanche elle nous a proposé, moi je l'ai pratiqué notamment à la mairie du 5e arrondissement où il y avait encore la bibliothèque Marguerite Durand, j'ai pratiqué cela. Il suffisait de déclarer l'enfant avant la naissance, et la mère d'abord. Et ensuite, le père venait, dans un deuxième temps, déclarer aussi l'enfant. Tout ça se passait à la naissance. Parce que si on le faisait après la naissance, pendant 3 jours, le père n'était pas le père de l'enfant. Puisque la déclaration, je ne sais plus le détail de la loi, mais c'était cela. Donc pour ne pas mettre en danger le père, et déclarer donc d'abord la mère et ensuite le père, puis on aurait des difficultés dans les maternités, ça, toute personne passée par la maternité, c'est comme on nous rappelle à l'ordre de l'ordre symbolique ou des bons ordres qu'il faut suivre. Donc, elle nous a proposé cette technique, et que moi j'ai appliquée pour moi-même, et que d'autres d'entre nous ont appliqué aussi. Donc Révolte légitime et l'éclat. Cette association est née à ce moment-là, et donc elle avait... et on a démarché autour de tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même que dans le mouvement des femmes, donc à la fin de cette décennie, la question aussi du changement de loi, c'est exactement au même moment qu'il y a le changement de loi du viol qui passe de délit à crime. Hein, à la suite de... D'ailleurs, il y avait hier soir, sur OCS, je sais pas quoi, un film mettant en scène le procès de 78 à Aix-en-Provence, donc des deux campeuses belges et de Gisèle Halimi. Et sur lequel j'ai jeté un coup d'œil, du coup, c'était hier soir. Donc il doit être en replay, je ne sais plus si c'est... Enfin, il n'est pas loin. Donc c'est pas inintéressant d'avoir certains détails de cette histoire. Donc au moment où on est en train de changer la loi sur le viol, on veut aussi changer la loi, alors ça mettra 20 ans, mais on veut aussi changer la loi sur la transmission du nom. Voilà. Ça c'est aussi, vous voyez, dans ces 4 extraits, j'ai proposé un autre regard sur les années 70 et sur les années MLF, où, pour ma part, en étant vraiment basique, MLF basique, je trouve que ça représente vraiment l'être au monde politique que nous étions. C'est bien pour le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. En libertaire absolu, sans attache et sans grade, j'ai bataillé sur tous les fronts contre tous les abus d'un régime coercitif et ses lois liberticides, contre les traditions ancestrales poussiéreuses, contre les préjugés séculaires, contre
Enfin, j'ai protesté contre tout ce qui opprime, ce qui dégrade et abîme la vie. Si le néo-malthusianisme, auquel je suis rallié depuis les premières années de ce siècle qui se termine, a charpenté ma pensée, si j'ai participé à maintes campagnes organisées et vécues par tous mes amis, mes aînés, mes amis très chers, dont je n'ai plus que le souvenir puisqu'ils sont tous disparus, si j'ai, bien avant que cela devienne officiel, revendiqué pour la femme la liberté d'être mère à son gré, si j'ai tenu pour nécessaire une réglementation raisonnable des naissances dans le monde, j'ai aussi agrandi mon action en greffant sur ce problème essentiel socio-démographique des idéologies tendant au progrès social humain qui serait tout de même moins illusoire. Mais la base est essentiellement donc malthusienne et de cette histoire d'équilibre entre population et subsistance, de ne pas faire, si vous voulez, que la population soit réduite par la guerre, par la famine, mais qu'elle soit réduite volontairement grâce à l'emploi de procédés donc anticonceptionnels. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, décrète la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, décrète la grève des mères, au bourreau crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Je ne suis pas féministe dans le sens des féministes d'aujourd'hui surtout. Parce que cette agressivité vis-à-vis de l'homme, je ne l'accepte pas du tout. Elles veulent remplacer l'homme. Pourquoi? Elles ont leur rôle de femme à jouer. Une femme, ça vaut un homme dans sa spécialité, dans son intégrité féminine, dans sa psychologie personnelle, dans sa physiologie, dans sa structure. Elle n'a pas besoin de remplacer l'homme pour être un être humain. Elle n'a qu'à s'affirmer comme un être humain. On m'a demandé de l'accompagner. Un homme, il ne peut pas cacher une arme, tu vois. Tandis qu'avec le voile, pour une femme, c'est plus facile. Donc, je me suis voilée et je suis partie. Enfin, on m'a accroché l'arme démontée autour de la taille. Et une des femmes de la famille Orba, au moment où je partais, elle m'a mis son bébé dans les bras. Il devait avoir 2 mois, je sais pas, à peu près 2 mois. Et elle m'a dit de le garder pour me protéger. Tu vois, avec un bébé dans les bras. Et je voulais pas partir. Là, vraiment, je voulais pas le faire. Et tout le monde me disait, mais si, vas-y. Et elle me poussait. Et finalement, je suis partie. Et quand on est arrivé à la Casbah, tu vois, c'était des barrages établis par des militaires français. Ils avaient un appareil qu'on appelait la poêle pour voir si on avait des armes ou pas. Alors, moi, je pleurais.
J'avais peur, j'arrivais plus même à marcher, j'avais vraiment peur. Et le militant qui était avec moi, il a dit, le bébé est malade. Et le militaire m'a dit, allez, passe vite. Et voilà, il est parti avec son âme et je suis revenue avec le bébé. Mais enfin, ça vraiment, j'aurais pas voulu faire ça, tu vois. Mais cette femme, bon, elle n'est pas militante. Mais pour moi, je trouve qu'elle a eu un acte de militantisme absolument exceptionnel. J'aurais pas eu le courage de faire ça. Et finalement, même la définition de militant n'est pas toujours aussi évidente que ça, tu vois. Bon, je te raconte pas le bonheur quand je suis revenue toute seule avec le bébé. Il s'appelait Roma Rokpa, le bébé. On était une quarantaine. On se connaissait très bien et il n'y a jamais eu de régionalisme ou de lutte politique. Et je te donne un exemple. En général, là où tu as des détenus politiques, tu as un responsable ou un groupe de responsables qui organisent la prison. Et alors nous, on faisait tout en commun. S'il y avait une décision à prendre, on se réunissait toutes et on discutait. Et le FLN nous avait demandé d'élire une responsable pour que s'il ait des consignes à nous donner, il sache à qui s'adresser, tu vois, c'est par l'intermédiaire des avocats, généralement que se font ce genre de liaison, mais il voulait absolument qu'on ait une responsable et on a refusé. Alors ils nous ont donné d'avoir, à la fin ils ont même exigé que ce soit, je ne sais plus, Zora Dreyfus ou Jamila Bouhired, je ne me rappelle pas, qui soit responsable, mais on a refusé. Elle aussi refusait, elle n'était pas d'accord, tu vois. Et le fait qu'il y avait peu de détenus appartenant à un parti politique avant l'indépendance. Donc les luttes nationalistes, communistes, tout ça n'intervenaient pas ou presque. Peut-être une discussion entre 2 ou 3 militantes plus âgées, mais les jeunes ne suivaient pas. Donc on n'a pas eu du tout ces problèmes. Et puis, à tel point, si tu veux, la fraternité, c'est drôle, il n'y a pas de terme pour dire quand c'est des sœurs. On peut parler de sororité. Mais c'est pas beau. Non? Qu'est-ce qui est pas beau? Sororité. Peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude. Et avant 68, ça c'est extrêmement important. Moi, c'est là encore une petite intention historiographique. J'aime pas beaucoup ces fameuses ruptures où il y aurait tel moment, j'ose même plus dire vague parce que tellement je suis contre, mais qui sera la fin du 19e siècle et puis ça commencera en 70. Là, je vous montre 2 choses justement d'avant 68 et c'est aussi pour cette raison-là que je l'ai fait. Et puis pour d'autres, c'est parce que j'étais en train de penser en regardant ces extraits que hier je suis allée chercher dans ma bibliothèque des livres, un livre de Jeanne Imbert sur Eugène Imbert, son mari, parce que c'était un combat commun, je vais y revenir. Le livre du grand garçon que vous voyez, le grand gaillard qui l'interviewe, c'est Francis Roncin, celui qui a écrit La grève des ventres en 1980, c'est-à-dire l'histoire du néo-malthusianisme. Et puis Jamila Amran, son livre sur les femmes
combattante, qui est parue chez Cartala en 94, d'autres livres qu'elle a fait aussi, où elle reprend toute une série de trajectoires de femmes de la guerre d'Algérie. Donc voilà, c'était tout d'un coup, c'est ma bibliothèque qui me sautait au visage avec ces extraits. Donc mon travail d'une certaine façon. Alors, sur Jeanne Imbert, alors la deuxième femme d'abord, c'est Mépie Cray, celle qui chante. Mépie Cray, qui est une grande anarchiste aussi, mais qui n'est pas tellement, enfin pas autant néo-malthusienne en tout cas, que l'a été Jeanne Imbert. Alors pourquoi Jeanne Imbert? Il se trouve, alors là c'est aussi un détour de l'histoire du mouvement et par ailleurs de mon histoire personnelle, qui est ces fameuses émissions Sartre qui ont failli avoir le jour et qui n'auront pas le jour parce que l'ORTF va prendre peur, en 1975. Donc Sartre est sollicité par l'ORTF pour faire son histoire, donc à partir de 1905, date de sa naissance, et lui dit avec malice, mon histoire non, mais l'histoire des luttes, oui. Puis d'ailleurs, Simone de Beauvoir, pour elle aussi. Donc nous voilà embarqués, un petit groupe de femmes, autour de Simone de Beauvoir, pour reprendre les luttes depuis 1905, date de... Elle est née en 1908, comme vous le savez sans doute. Donc voilà, on va travailler comme ça pendant quelques mois. Et c'est assez passionnant, parce que moi je m'étais plutôt penchée sur le milieu révolutionnaire du 19e siècle. Et voilà tout d'un coup qu'on est sur les années 1900, 1914. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre effectivement le néo-malthusianisme. Et on découvre que c'est pas... on entend très bien dans la bouche de Jeanne Imbert, c'est pas du tout ce que moi j'appelle un habeas corpus comme notre époque, à savoir nous aurons les enfants que nous voulons, mon corps m'appartient, etc., etc. Non, la question c'est d'une part la subsistance et d'autre part surtout la guerre. C'est-à-dire pourquoi faire des enfants pour la guerre? On sort de la guerre de 70 aussi, elle n'est pas loin. Donc c'est pour ça qu'elle explique toujours dans cet entretien que le néo-malthusianisme, c'est pas le malthusianisme, c'est pour ça que ça s'appelle néo-malthusianisme, parce que le malthusianisme, c'était effectivement pour régler les problèmes du rapport population-subsistance, mais ça donne lieu au libéralisme qui fait suite au 19e siècle, tandis que c'est vraiment contre la guerre. Alors, du coup, on s'est mis à lire tout ça. Il y a même eu, effectivement, il doit y avoir je crois que certains d'entre nous étaient allés la voir pour l'enregistrer, etc., parce qu'elles sont effectivement vivantes encore en 75, ces militantes néo-malthusiennes. Alors, pour ce qui est, donc je l'ai dit, l'histoire de Jeanne Imbert, c'est qu'elle est un couple, en fait, avec Eugène Imbert. Donc, elle a écrit un grand livre sur son histoire à lui, et puis il y a toute une série de très nombreuses publications, c'est raconté dans le livre, notamment, de Francis Ronsard. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement son rapport au féminisme, qui est, comme vous l'avez entendu, tout à fait habituel, et chez les femmes, et des femmes de cette génération. Hein, on aurait... Voilà. Et en même temps, ça renvoie, elle dit bien qu'il y a eu leurs aînés, et je voudrais dire, justement, nous avons trouvé les aînés dans cette époque-là, et pour ma part, c'était Madeleine Vernet. Madeleine Vernet, c'est celle qui écrit, toujours dans le milieu anarchiste, à la fin du 19e siècle, une brochure qui s'appelle L'amour libre. Ben oui, l'amour libre, hein, comme vous l'entendez, pas de hiérarchie, pas d'institution, etc. On est chez les anarchistes. Sauf que quand Sébastien Faure, autre anarchiste, veut republier cette brochure au début du XXe siècle, Madeleine Vernet refuse. Pourquoi elle refuse? Parce qu'elle dit, on voit les dégâts que ça fait. On a vu ça chez les Saint-Simoniens d'ailleurs déjà aussi, c'est-à-dire que les femmes se retrouvent avec des enfants sur les bras et l'homme est parti ailleurs. Donc elle ne veut pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est aussi relié, alors je le disais, c'est contre la guerre, donc ça donnera le pacifisme féministe. Donc là encore, on n'est pas seulement... C'est une autre attitude, c'est un autre rapport au monde politique, qui n'est pas celui de la demande de droit de vote, dont on fait soi-disant, là encore, l'emblème des années 1900. Là, on est dans un geste politique qui est un geste qui ne passe pas par le suffragisme ou par la citoyenneté, mais par un affrontement. D'ailleurs, le jour de la déclaration de la guerre, elle raconte comment elles vont à la gare de l'Est, etc., enfin, comment c'est la panique totale. Là, on découvre, à côté de Madeleine Vernet, Hélène Brion. Alors moi, j'ai publié des trucs comme ça dans Les femmes et leur histoire. Hélène Brion, qui va être accusée de pacifisme et passer en conseil de guerre en 1917. Et dire, moi,
en conseil de guerre, leur dit-elle, mais attendez, je ne suis pas citoyenne, là, il y a une erreur quelque part. Alors, soit je suis citoyenne et je passe en conseil de guerre, soit je ne suis pas citoyenne. Donc, vous voyez, il y a un espace d'action politique qui est quand même vraiment très intéressant. Donc, c'est pour ça que, via l'histoire de ce projet raté autour de Sartre, s'est jouée une découverte, pour ma part, assez passionnante. Donc, voilà, ça c'était la première chose. Alors, sur les Moudjahidat, alors là, Jamila Amran, elle est moi j'ai pris 2 extraits, elle est très forte dans ce film, mais d'autres le sont aussi. Je vais expliquer pourquoi j'ai pris ces 2 extraits. Cela dit, sur le plan, là encore, de l'histoire politique, pour moi, il n'y a pas de 68 sans les luttes anticoloniales qui précèdent. Bon, évidemment, le Vietnam, quelques jours avant le démarrage de mai 68, où tout le monde est encore, toute la grande mobilisation politique de la jeunesse, elle est quand même autour de la lutte contre la guerre au Vietnam, et 10 ans plus tôt, c'est la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Il se trouve que ça a été ma formation politique familiale, de lutter pour l'indépendance de l'Algérie, donc j'y suis profondément attachée, je ne peux pas dire autrement. Et Jamila Amran, moi, ce qui m'intéresse, c'est 2 choses dans les 2 extraits. Alors le premier, c'est cette histoire à quoi peuvent servir les femmes dans une guerre. Elles ne servent pas qu'à ça. Elles peuvent poser des bombes aussi. Okay. Elles peuvent être combattantes, on le voit chez les Kurdes aujourd'hui. Mais là, elles montrent bien comment les femmes sont ce que j'appelle des lieux de l'échange. Pas des monnaies d'échange, mais des lieux de l'échange. C'est-à-dire que c'est à partir du corps de la femme qu'on peut l'utiliser politiquement. Et dans une lutte comme ça. Donc, effectivement, les femmes, elles ne sont pas les dernières à avoir mis des armes sous les vêtements, qui passent plus facilement que les habits d'hommes, et qui permettent ça. Ça, c'est le premier point. Mais vous voyez, ce qu'il y a dans cette histoire, ce qu'elle raconte, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire, bon, elle n'a pas l'habitude de s'habiller comme ça, elle s'habille comme ça pour pouvoir faire passer des armes. Puis, elle se retrouve dans la situation qui n'est pas décidée par elle, mais par une autre femme, de prendre ce bébé pour pouvoir traverser les contrôles dans la Casbah. Donc, elle peut traverser les contrôles, ça marche. Elle en est bouleversée. Et on est bouleversé, je crois, quand on l'entend nous raconter cette histoire, surtout un bébé de 2 mois, vous imaginez. Et là, on est vraiment dans la question de l'échange, c'est-à-dire le corps des femmes, y compris sa production, à savoir un nourrisson, un nouveau-né, servent la révolution, servent la guerre. Et c'est moins le sujet politique que son corps qui est utilisé pour ça. Et moi, ce qui est cette double utilisation, à la fois cacher des armes sous un voile alors que je ne me voile pas, puis ensuite prendre un bébé, accepter, non sans mal, de prendre un bébé pour pouvoir passer ses armes, moi, je pense que là, enfin, pour moi, philosophiquement, c'est un de mes enjeux de réflexion, de travail, qui revient régulièrement pour moi, et j'ai lu l'histoire de la philosophie avec ça, c'est-à-dire à quoi ça sert. Et ça sert, donc c'est un lieu, ce que j'appelle le lieu de l'échange. Voilà, ça c'est pour ça que c'est important. Et la deuxième extrait du film, c'est ce que vous avez entendu déjà dans la guerre de Troie. Dans la grève du Troie. La grève de Troie. Donc, c'est peut-être parce qu'on va être enfermé. Donc, dans la grève de Troie, c'est-à-dire l'abolition des différences. Elle dit la même chose. C'est quand même étonnant, parce que là, on n'est pas dans le féminisme, on n'est pas dans le mouvement de libération des femmes, c'est à Pau, elles sont donc, un certain nombre d'Algériens arrêtés vont être transférés en France, dans des prisons françaises, notamment à Pau. Les femmes sont à Pau, donc c'est de ce lieu-là qu'elles parlent. Et donc, ce qui est drôle, c'est que les 2 extraits de sororité que j'ai pris ne sont a priori pas liés à du militantisme féministe. C'est même pas du tout lié. Et en même temps, elles montrent comment elles n'ont pas fonctionné dans la hiérarchie du FLN ou des syndicats. Et qu'elles disent on est égal. On est égal, et d'ailleurs on a refusé de se déléguer entre les quarantaine de femmes qui étaient dans la prison de Pau, et on va travailler ensemble de manière horizontale. Voilà, ça va aussi évidemment avec l'anarchisme que vous avez entendu de Jeanne Imbert, qui est qu'elle n'appartient à rien, et voilà. Donc ça c'est pour moi assez joyeux.
disons-le. Donc je regarde, je crois qu'on va pouvoir passer à la partie suivante. Mais en tout cas, bon, sur ces deux extraits, puisque ça renvoie pour le coup pour moi à des choses qui sont dans ma bibliothèque, sachez qu'il y a des documents qui sont disponibles par des livres et pas seulement par des films, cher Centre Simone de Beauvoir. Elle était la favorite parce que, évidemment, elle était quelqu'un que j'aimais et qu'un enfant a beaucoup plus de charisme, de charme, de surprise et d'inédit que n'importe quelle autre personne qui a déjà grandi. Puis bon, moi, je me suis un peu regardée aussi, ça a été un miroir, de même que toutes les autres femmes. Une sorte de récit que j'ai fait en image et non pas en écrit, alors que maintenant je vais l'écrire. Et que ça a été une structure, quoi, en plus d'avoir créé quelque chose, qui est une œuvre. Et c'est pourquoi, en fait, ce drame m'a énormément concernée, parce que moi-même, en fait, j'avais fait des images de ma propre fille, qui ressemblait étrangement à Baby Jane et qui étaient ces poupées que l'on montre non pas sur un écran mais dans des livres et dans des expositions. Il faut savoir qu'une photo d'Eva que j'avais habillée en Baby Jane bien avant la lettre, donc cette histoire était annoncée. Je ne pouvais pas y échapper. Il y a des photos d'Eva grimées de la même manière que Baby Jane vieillit. Et il y a ces photos candides de la Baby Jane enfant. Et il y a aussi le côté monstrueux de cette histoire, qui est le côté monstrueux de beaucoup de choses qui touchent à l'art, parce que il est vrai qu'il y a quand même une difficulté à s'emparer de l'âme des autres. Ça n'est pas innocent. We like to sunbathe nude in the garden and swim in the bay without swimming suits. My body very often humiliates my thought. My badly made body gracelessly in revolt. I want to sew, to pierce, to kill with only the sharpest of points. I want to travel only at the prow of myself. The rest of the body, what's left, a waste of time. I want to shock the pure, the children, and the old with my nakedness, my hoarse voice, the obvious reflex of desire. Perhaps islands collect eccentric people, collect people who want to be themselves and not conform. Two French ladies were neighbours of ours, and my wife reported one morning seeing Miss Schwab in some sort of diaphanous night attire, wandering around the gravestones in the graveyard, but very strangely wearing a leather flying helmet.
they both dressed mannishly, which again was unusual at that time. I mean, women wore trousers were coming in, but not for, only for beach wear and so on before the war. These women seemed to wear them all the time. The question that doesn't get asked is, well, who's actually holding the camera and where is the person who's actually holding the camera? Because often they're in a very interesting relationship to the body of Cahan. Often Moore is behind the camera. Sometimes she is in front of the camera. That the question of who takes the picture, that this is not a fixed, that these subject-object positions are not fixed, that they shift, and they shift very dramatically, and that this already posits a different kind of model, a different kind of practice, and I think the evidence is in the photographs. What was only one is double. I think it's 1919, a profile portrait in which she photographs herself in a suit, lit and posed in a way that is actually conventionalized in portraits of male intellectuals and writers, and often of Jewish male intellectuals and writers in Europe. There she's sort of clearly inserting herself in another kind of lineage. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 16, Orlan, corps.
quel parcours, hein, les 4 derniers extraits. D'abord, Irina Ionescu. Pourquoi je l'ai mis là? Ce film est terrible, hein, dans sa totalité. Donc là, j'ai pris des passages concernant... Il y a d'abord les modèles, et puis après, c'est sur sa fille. Et comme vous le savez, sa fille conteste l'existence de ces images. Donc Eva Ionescu, depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Et vous avez entendu sa phrase quand elle dit « s'emparer de l'âme de l'autre ». Hein, c'est d'une violence inouïe. Et voilà, c'est ça que je voulais montrer, parce que ça coexiste avec les choses suivantes, qui sont remarquables chacune à leur d'une certaine façon. Et je voulais montrer ça parce que ça se passe, ça dans le dernier tiers du XXe siècle, et donc la révolte, la rébellion, que dire de plus de sa fille, elle est autour des années 2000, donc avec aussi son compagnon Simon Liberati. Donc voilà, c'est cette façon dont qu'elle a donc de dire, même moi je l'avais trouvé Baby Jane avant que Baby Jane, enfin tout il y a une voracité qui est complètement stupéfiante, et donc qui est notre voracité qui est contemporaine du reste. Donc c'est aussi pour ça que... Et puis c'est parce que ça permet aussi de dire d'où l'on vient, d'où viennent les artistes femmes d'aujourd'hui, et d'où viennent toutes les femmes d'aujourd'hui. Elles viennent aussi de cette voracité qui n'est pas seulement celle des hommes, mais qui peut être aussi celle des femmes, et notamment en l'occurrence d'une mère. Donc ça, c'est la première chose qui est évidemment très difficile. La deuxième, c'est alors des extraits d'un film magnifique de Barbara Hammer sur Claude Cahun. Et moi, j'ai envie de dire, à propos des quelques extraits que j'ai pris, mais on aurait pu en prendre beaucoup d'autres, et aussi parler de la dernière partie du film où on parle de leur action de résistante, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est pas rien, ils sont arrêtés à la fin, etc. Donc j'ai choisi juste qu'on voit plusieurs choses, parce que la multiplicité de ce que nous donne le travail d'artiste de Claude Cahun, donc il se situe là entre les années 1930 et 1940, ce que j'ai pris, sauf l'image de 1918 qui est donc de la fin de la Première Guerre, et on parle de son côté, disons, écrivain qui se photographie comme d'autres, comme les hommes. Mais sinon, c'est des photos entre 30 et 40. Alors, vous avez entendu deux phrases aussi à propos de s'emparer de l'âme des autres, quand elle dit être soi-même, quoi. Et puis elle le dit, et puis je n'aime pas mon corps, mais, je n'aime pas son corps, mais on l'aura à son corps. Donc ça, je trouve que ça aussi, c'est une décision, et c'est une démarche extrêmement importante. Mais les choses qui m'ont intéressée, évidemment, c'est là encore à plusieurs niveaux, c'est un peu comme l'histoire de la Mujahideen, c'est-à-dire que, alors sur un autre registre, mais c'est la multiplicité des entrées qui sont données depuis quelques décennies et bientôt un siècle par les femmes artistes quant à l'art, quant à l'histoire de l'art, et quant à la place du corps féminin dans cette affaire. Donc là, on a le corps lesbien, hein, bien sûr. Ensuite, on a là encore, bien sûr, 2 corps pour un corps, c'est-à-dire les 2 femmes, y compris si le corps, disons, de Marcel Schwob n'est pas montré de la même façon. Là, il y aura un travail à faire que je n'ai pas fait. Mais enfin, c'est 2 corps pour un. Là, comme il était dans le film aussi très très bien, c'est qui est sujet, qui est objet. Ça, c'est une question passionnante pour l'histoire des artistes femmes du XXe siècle. Puisque, vous savez, les gestes originaires, ils sont de longue date, mais ils se situent de façon visuelle, très clairement, de façon publique, plus visuelle et publique, à la fin du XIXe siècle, hein, de ces modèles qui deviennent artistes. Vous avez la traditionnelle histoire de Berthe Morisot, mais surtout aussi celle de Suzanne Baladon, qui va donc se montrer nue, et se montrer torse nu, Paula Modersohn-Becke, etc. Enfin, comment elles font le passage du sujet-objet, et inversement aujourd'hui, on dirait aujourd'hui, hein, sont des choses qui sont en plein chantier et qui sont évidemment passionnantes. Là, je ne résume pas la totalité de l'histoire des femmes artistes du XXe siècle. Et puis, il y a la dernière chose aussi, c'est la question du visage, et
masqué, pas masqué, de profil, pas de profil, etc., qui est encore un immense travail que fait Claude Cahun. Moi, j'aime beaucoup le film, que je vous conseille vivement, Assiéger, le sang de Simone de Beauvoir, pour le voir, ça vaut le coup. Et puis, c'est une grande artiste qui l'a fait. Alors, il y a l'extrait d'Orlan, enfin l'extrait d'Orlan, le film d'Orlan. Alors, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit oui, mais alors, il y a eu plusieurs films sur cette performance. Moi, en tout cas, là, c'est celui de Carole, qui est en mauvais état. Je ne sais pas s'il sera récupérable. Ce sont des rushs. Ah, donc il n'est pas récupérable. Ah si, ça quand même. En fait, dans ce que j'ai expliqué, c'est que ce sont des rushs, donc ça n'a jamais été monté. Mais oui, il est récupérable et donc il fait partie de la prochaine vague de restauration. Parce qu'elle n'était pas sûre d'avoir dans ses archives cette chose-là. Donc, et alors, ce qui m'intéresse dans la performance d'Orlan là, c'est ce que j'appellerais la mesure. C'est le corps comme mesure. C'est-à-dire, c'est pas... ça, c'est quelque chose qui me vient du début du 19e siècle, même de Charles Fourier, c'est-à-dire que comment l'émancipation des femmes est une mesure de l'émancipation tout court. C'est ce que dit Charles Fourier, et c'est une idée simple et magnifique pour lire l'histoire politique des femmes. C'est que ça mesure autre chose. C'est là encore, on est la question du lieu de l'échange. Hein. Je ne change pas de sujet, puisque ça me tracasse depuis longtemps, cette histoire de lieu de l'échange. Et c'est ce que montre Orlan. C'est-à-dire comment, dans le mouvement de son corps, elle fabrique une mesure. Elle fabrique une mesure, alors avec les chiffres qui viennent ensuite, mais aussi des marques sur le sol et aussi le mouvement de son corps. Donc c'est parmi les multiples aspects de l'artiste Orlan, qui est cette façon de nous proposer le corps comme mesure de quelque chose. Vous voyez que la façon dont elle circule sur le sol aussi, qu'est-ce qu'elle nous donne à voir. En tout cas, moi, j'y vois une contribution à cette question que je me pose sur celle de la mesure. Et puis, alors, le dernier extrait de Clonaris et Thanakis, bon, il y en a beaucoup. Alors, j'ai pris celui-là à cause, évidemment, de la figure de Pierre, figure, disent-elles, d'ange à la fin, mais qui est aussi de l'hermaphrodite, ou qui est de tout ce qu'on veut, qui est en tout cas l'effacement d'une différence sur une pierre. Donc on est là dans l'allégorie. L'allégorie de quoi? Je n'en sais rien, sauf qu'on a l'énumération à la fin de toutes les façons dont ce victime, témoin, holocauste, irradié, etc. On a toutes les possibilités pour détruire le corps humain, mais c'est ce corps de pierre, ange, hermaphrodite, qui subsiste. Et je dois dire que, bon, et c'est évidemment le corps dans la guerre. C'est-à-dire que la guerre, ça tue des corps. Ça tue des nations, ça tue des villes, etc. Et ça tue des corps. Donc cette idée de l'avoir mis comme ça en fond, et en même temps de lui donner toutes ses identités à la fin. Au début, on l'a avec les avions qui vont la bombarder, la traverser, ou même l'ignorer, ou même la faire tomber, on ne sait pas. Mais j'ai beaucoup aimé ce rapport donc, pour représenter le désastre de la guerre, comme dirait quelqu'un d'autre, et qui nous emmène vers la question de la symbolique, de comment les corps fabriquent de la symbolique. Et ça, disons, voilà, c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Oui, alors quand je disais qu'en mauvais état, c'était vraiment le Rush, le dernier, c'était pas les films précédents. On en a un certain nombre chez vous, donc vous voyez, c'est important aussi de les montrer là, parce qu'on voit le travail qui reste à faire encore de restauration image et de restauration son. Donc, comme Geneviève a choisi, et je pense qu'elle a raison, même des choses qui étaient en mauvais état, parce qu'elles sont importantes à montrer, à faire connaître, ça nous encourage à continuer notre boulot. Oui, puis ça montre aussi que vous les avez gardés, quelle que soit la qualité. Ça aussi, c'est toujours, dans le rapport aux archives, c'est toujours quelque chose qui peut intervenir. Et que vous les ayez gardés, c'est extrêmement important. Alors, oui, bonjour. Je m'interrogeais sur le premier extrait particulièrement qui m'a marqué, c'est ce moment entre les ouvrières et quelques femmes du MLF. Il y a une
une espèce d'altercation, j'ai pas très bien saisi en ce moment-là un petit peu charnière, dans l'échange en tout cas, une altercation. Et moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se joue entre les unes et les autres? Vous me faites comprendre que pour moi, c'est quelque chose que je sais. C'est-à-dire que ça m'est arrivé aussi. Qu'est-ce que vous venez faire là? C'est quoi cette façon de débarquer comme ça dans notre histoire, etc., etc. Et là se joue effectivement la différence de classe. C'est pour ça que, alors ça c'est pour le coup, c'est ça aussi, le rapport aux ouvrières, comme on le retrouvera aussi après la bataille des Lippes, c'est du point de vue du féminisme, du mouvement de libération des femmes, quelque chose qui est loin d'être évident. Et donc je voulais le montrer, il n'y a pas d'évidence. Nous les ouvrières qui nous battons, qu'est-ce que vous venez faire, vous les Parisiennes, à débarquer à Troyes, à faire le voyage Paris-Troyes, pourquoi? Et elle se réconcilie, alors je l'ai dit entre les mots, elle se réconcilie avec la question de la collecte. Ah bon, d'accord, vous allez alimenter la collecte. Et puis elle se réconcilie aussi parce que comme vous voyez, elle a beau dire que tout le monde, qu'elles sont toutes pareilles, on voit bien dans le film comment elle empêche les deux femmes à côté de parler et que c'est elle qui monopolise la parole, c'est terrible. Mais bon, en même temps, elle s'exprime bien, elle raconte bien les choses, donc bon, on est pris là dans ces contradictions qu'on connaît tous très 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 bien. Mais donc voilà, je vous remercie parce que c'est vrai, mais c'est quelque chose, parce que sans doute c'était quelque chose chez moi de très évident. C'est qu'est-ce que vous venez faire là? Et c'est là où on voit que la question du MLF, on le voit avec Andaille aussi, c'est pas seulement une question de faire des groupes de conscience et des AG dans toutes les écoles nationales et universités parisiennes ou françaises. Que c'est aussi se confronter à des réalités qui touchent toutes les femmes avec leur... donc oui, non, c'est très important. Mais ça renvoie aussi à la question, le débat qu'il y a aujourd'hui, toutes ces femmes qui s'occupent que de leurs histoires de bourgeoises, etc. Nous, enfin moi, dans ma jeunesse, et nous, puisque c'est un pluriel, on a connu ça tout le temps. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on disait, mais nous, on n'est pas comme les suffragistes des années 1900, ça, c'était des bourgeoises. Nous, on est des gauchistes, des extrêmes gauches, des post-68, etc. Pour la plupart, pas toutes, mais pour un certain nombre quand même, pas mal. Donc c'était la question effectivement de savoir si ça touche toutes les femmes et comment. Alors moi, je pourrais vous faire 2 heures là-dessus, mais c'est pas le jour. Mais c'est vrai que... mais ça veut dire que les femmes du MLF, là, je pense notamment, il y a Cathy, il y a Annette, etc., elles vont à Troyes. Peut-être qu'on peut Cathy Bernheim, Annette Lévy-Villard. Puisqu'elles ont présenté le film dans cette même salle, donc elles étaient 5, d'ailleurs il y avait un homme, en fait, Ned Burgess, qui était le caméraman, qui était un caméraman de 35 mm et qui a appris en fait aussi aux femmes à cadrer, etc., qui étaient donc avec elles. Et elles expliquent qu'avec cette femme ouvrière, elles ont décidé de se mettre à l'écart. Elles étaient donc devant la grille de l'usine qui était occupée. Elles vont se mettre dans une rue à l'écart pour pouvoir parler justement sans qu'il y ait d'autres témoins. Donc il n'y a plus que ces 3 femmes ouvrières et les 5 du groupe qui vont en fait avoir le temps de discuter parce que ça dure très longtemps. Elles racontent toute la grève, les attaques. Elles ont été aussi l'objet de tirs en fait. On a tiré quand elles étaient à l'intérieur. Donc il se passe un certain nombre d'événements, mais elles le font à l'écart d'elles-mêmes. Elles comprennent qu'elles doivent se mettre sur le côté pour être tranquilles. Mais aussi parce que, comme vous l'avez vu très vite, quand un homme dit « mais nous aussi, on est là », et alors il y a un autre moment où il prend la parole et tout, et puis alors, elles vont en avoir marre, quoi. Excusez-moi, mais ça me renvoie beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui en France par rapport non seulement aux femmes gilets jaunes, mais aux femmes qui ont été en grève dans les grands hôtels de luxe ou dans les gares SNCF, où elles étaient en fait un groupe. Il n'y a pas eu énormément de soutien. Je pense aussi à toutes ces femmes qui ont été dans la première ligne du combat contre l'épidémie pendant tout le confinement et encore aujourd'hui. C'est des problématiques contemporaines de classe qui vraiment aujourd'hui... Bien sûr, c'est bien pour ça que j'ai choisi. Mais c'est aussi pour montrer, parce que quand je disais que j'avais aussi une visée historiographique, que c'est aussi cette... Enfin, je vous ai quand même montré des extraits où il s'agit d'autre chose que de ce qu'on prétend raconter à propos des années 70. Et qui peut agacer, il y en a un certain nombre ici dans la salle, des femmes qui avaient entre 20 et 30 ans dans ces années-là. Mais bien sûr que j'ai pris des choses qui sont contemporaines. Je voulais ajouter quelque chose, alors c'est pas sur la même époque, mais sur le film Moudjahidat, donc d'Alexandra Dolz, qu'on remercie de l'avoir prêté à cette occasion. On a retrouvé dans des rushs d'un tournage qu'avait fait Yann Lemasson, qui était un cadreur, mais aussi un réalisateur qui est décédé depuis.
il a pris en fait, il a fait un entretien avec ces femmes qui étaient donc à la prison. Alors moi, je ne me rappelais pas que c'était Pau, je crois que c'était une autre prison, mais bon, c'était Pau. En tout cas, quand elles sortent, il y a un entretien avec elles. Malheureusement, la bande-son, c'était du double métrage, en fait, 16 mm, donc il y avait l'image d'un côté et le son de l'autre. On a retrouvé les images, mais pas le son. On a essayé de faire décrypter par quelqu'un qui lit sur les lèvres, mais ça a été très compliqué. Mais donc ça existe et on espère toujours que le son va être retrouvé et qu'on pourra justement aussi entendre ces femmes qui parlent de leur incarcération en France quand elles sont arrêtées comme membres du FLN. À propos de Jeanne Imbert, elles sont que anarchistes. C'est vrai, j'ai repris le mot anarchiste, mais en fait, il y a aussi réfractaire. Par exemple, mes Piqueret, elle travaille au réfractaire. Enfin, donc il y a tous ces mots-là qui sont de l'ordre de la mouvance. Après, moi, je ne suis pas dans les arcanes des institutions elles-mêmes, mais ça prend l'ensemble de leur vie. C'est pacifiste. Et oui, évidemment, c'est pacifiste par définition. Mais après, quand j'ai cité, par exemple, Madeleine Vernet et Hélène Brion, elles ne vont pas être dans ce monde-là, mais elles sont pacifistes aussi. Donc là, c'est aussi des choses qui se touchent sans s'assembler. Oui, mais c'est intéressant entre mouvement, tendance philosophique et parti, et dans le militantisme. Et si vous voulez, par exemple, nous, quand on découvre le néo-malthusianisme dans les années 75, donc grâce à ce projet sartrien, on est dans un mouvement. Donc on ne se pose pas la question des frontières des institutions et des appartenances. Ça, c'est des questions bien postérieures du moment où on rêvera la parité, etc., auquel on va participer comme moi, mais de manière, je veux dire, en bon petit soldat, mais pas avec la passion et l'intérêt spéculatif et politique que je pouvais avoir pour ces années 70. Donc on ne se pose pas la question des frontières. Donc du coup, moi, d'une certaine façon, je ne peux pas répondre à votre question, mais je suppose que c'est effectivement de l'ordre du mouvement, et comme on a employé le mot mouvement, nous, pas de tendance, mais mouvement. Mais vous voyez, c'est vrai qu'en vous répondant, je veux bien éclaircir le fait que ni Madeleine Vernet, d'ailleurs, elle va créer un orphelinat à Épône, là, qui devient incroyablement, disons, moraliste pour le coup, moralisateur. C'est drôle parce que on l'a rencontrée aussi parce que Hélène Vernet, sa fille, se faisait virer de son appartement à Levallois-Perret. On a fait des trucs à l'époque à plusieurs dans Libération là-dessus. Nicolas Philibert a fait un film à l'époque en parallèle, ou un livre d'abord, un film, je ne sais plus. Et nous, on a été quelques femmes, je pense à Lydia Haddad par exemple, qui travaillait sur les Saint-Simoniennes, à aller voir Hélène Vernet, qui m'a donné des tas et des tas de, si vous en voulez, j'en ai de revues. Elle faisait La mère éducatrice comme revue. Donc elle était loin de mes Piqueret à mon avis et de Jeanne Imbert. Hein. Mais tout ça s'est croisé néanmoins. En tout cas sur la question aux alentours des années 1900 de l'amour libre. Alors c'est un réalisateur donc, qui a fait ses portraits de Jeanne Imbert, mes Piqueret et d'autres. Oui, parce qu'il y a un autre film. Muriel Jospin, comment elle s'appelait déjà? La mère de Jospin. Bon, bref, il a fait toute une série de portraits comme ça de femmes qui étaient anarchistes, pacifistes, et donc on en a deux au centre. Mes Piqueret notamment. Mes Piqueret, puisqu'elle est là on l'a mis elle est dans le même film, mais on aurait pu prendre un extrait. Mais dans la mesure où elle se définissait pas. Alors, Jeanne Imbert ne se définit pas comme féministe, enfin on la connaît, celle-là, je ne suis pas féministe, mais. Donc bon, c'est une version. Et puis elles sont agressives, ça nous rappelle le présent, là aussi, on est en plein. Ça aussi qui est quand même intéressant. Arrêtons de croire qu'on crée la nouvelle histoire. C'est pour ça, moi, si j'ai tout le temps travaillé sur l'histoire de la pensée féministe, c'est à cause de ça. Alors là, moi, c'est un de mes combats politico-épistémologiques. C'est que plus on connaîtra ces choses-là, plus on ira vite aujourd'hui, au lieu de recommencer l'histoire tout le temps, ce qui est une façon de déshistoriciser les sexes, le genre, tout ce que vous voulez. Mais le vrai problème, c'est la déshistoricisation. De tout temps, voilà. Et ça recommence avec ces histoires d'hystérie féminine contre les hommes, etc. etc. Mais bon, les versions, il faut sortir de la ritournelle. Pour sortir de la ritournelle, il faut construire une épistémologie politique. C'était un peu aussi le sens de mon intérêt à accepter les choix d'archives. C'est de contribuer, ce que j'essaie de faire par ailleurs dans mes textes, à construire une épistémologie politique du féminisme. Et pas seulement... et si on la raconte comme la raconte de l'histoire qui a déjà eu lieu, ça ne suffit pas. Donc j'essaye que ça ne soit pas seulement l'histoire de ce qui a déjà eu lieu.
C'est la transmission. Ah non, parce que la transmission, pour moi, malheureusement, c'est trop une position intellectuelle, tandis que moi, j'ai un enjeu philosophique quand je dis ce que je viens de dire. C'est-à-dire que cette question, j'espère que mes travaux contribuent à ce qu'il y ait de l'historicité, pas seulement de l'histoire. C'est la différence entre histoire et historicité. Ça a été un de mes différends avec Françoise Héritier, il y a 5 ans. C'est-à-dire que, voilà, c'est l'historicité, pas l'histoire. Alors ça passe par de l'histoire, mais l'historicité, c'est un levier, c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'on sorte de tout temps et de l'intemporel. Voilà. On l'a revu cet été, enfin on voit des trucs en ce moment où, dans l'opposition à certaines positions, il y a la répétition du même, quoi. Mais ça, on y tient à la répétition du même, c'est ce qui empêche que ça devienne politique. Donc moi, si je dis que c'est pas de la répétition du même, ou qu'au contraire, les matrices, elles évoluent, etc., ça permet, et c'est pour ça que j'ai fait cette dernière partie, parce que de Claude Cahun à Thomas Daki, on voit bien que quelque chose se transforme. Alors j'en peux prendre plein d'autres exemples de femmes artistes, hein, mais on voit bien les transformations qui se passent et qui sont extrêmement importantes, puisque moi, l'expression que j'ai forgée pour parler de l'après-MeToo, de MeToo et de la suite, puisqu'on m'a beaucoup sollicité, puisque j'avais écrit un livre sur le consentement, 10 ans plus tôt, mais qui était réédité pile la même semaine que MeToo, c'est ce que j'appelle le corps collectif. Ce qui n'est pas la même chose que le corps pluriel, et on en est là. Donc c'est pour ça que là, ce qui se passe au niveau du corps, dans Déborah de Robertis, qui devait venir ce matin, n'a pas pu aussi, puisqu'elle travaille aussi là-dessus, sur interpeller l'histoire de l'art à partir du corps. Donc, il y a et ça, c'est une des possibilités qui est le corps de l'art. Mais le corps collectif, ça veut dire que c'est un ensemble de corps et non pas une addition de corps qui dit quelque chose. Donc, chaque fois qu'on peut passer à l'historicité de ce qui change, de ce qui bouge, on lutte contre ceux qui ne veulent pas que ça change. C'est très bête à dire, mais ça devient un enjeu philosophique, en fait. Et, enfin, moi, c'est comme ça depuis, vous l'avez compris, 50 ans. J'ai trouvé que c'était... on n'avait pas du tout le temps de s'ennuyer parce que les extraits que vous avez choisis, Geneviève, sont très, très courts, très courts. C'est d'ailleurs un travail qui a dû être très soigneux, enfin très important, et c'est très bien, mais parfois c'est un tout petit peu frustrant. Et des fois, j'aurais voulu en voir plus, mais c'est bien aussi. Mais dans la première partie, justement dans la manifestation que je ne connaissais pas, la manifestation donc, des femmes contre le fascisme et de voilà, vous avez choisi de couper au moment où on voit le cordon de CRS. Enfin, c'est la fin. Hein. Voilà, je voulais savoir quelle était en fait, si c'est la fin, parce que qu'est-ce que la réalisatrice avait voulu montrer après en fait. C'est Carole Soplo, c'est la réalisatrice. Oui, oui. Non, c'est la fin du film. On aurait pu monter, enfin il y avait beaucoup de choses à montrer, mais non, c'est... Je me suis demandé si c'était un choix de votre part de ne pas exciter notre voyeurisme et de se dire ça suffit, on voit assez. Non, pas du tout. Parce que chaque fois j'ai choisi... Alors, je suis ravie si vous êtes frustrés. Là, je pense que ça... C'est mieux de s'ennuyer, oui. Non, mais je ne l'oppose pas à l'ennui. Je pense simplement que si ça peut appeler la suite pour les unes et les autres, ou les uns et les autres d'une réflexion, c'est que j'ai gagné mon énergie à regarder tout ça, à faire quelque chose. Ça c'est sûr. Il n'y a pas de voyeurisme. Chaque fois, j'ai pris des trucs qui étaient du signifiant par rapport à mon travail, qui, comme vous le savez peut-être, s'étale comme ça maintenant, effectivement, à travers livre après livre et conférences, etc., et prise de parole publique depuis toutes ces décennies, et donc avec cet enjeu unique qui est celui de l'historicité. Donc moi, je ne suis pas dans un rapport à voir ou pas voir. Je voulais absolument, par exemple, sur Hendaye, parce que, je suis frustrée de ne pas pouvoir pu aller à Hendaye, parce que je enseignais la philo dans un lycée à la frontière belge, et 2, parce que je me sers en permanence de ce slogan « Le machisme fait le lit du fascisme », pour résumer le fait que nous étions politiques et pas seulement obsédés par notre reproduction, ou pas, donc, ou notre sexualité, ou pas. Donc, c'était ça l'important pour moi, c'est qu'on ait cette banderole. Et quand j'ai ouvert le film sur Hendaye, je me suis dit, mon Dieu, pourvu qu'il y ait une banderole. C'était ça mon idée. Donc après, moi,
Donc c'est le signifiant qui m'a arrêtée dans chacun des extraits. Et je remercie beaucoup Simone de Beauvoir, je remercie beaucoup Peggy, c'est avec qui j'ai travaillé, de m'avoir fait cette proposition, parce que j'y ai trouvé une façon de m'exprimer par rapport à des choses que j'écris autrement que... Donc c'est plutôt comme si j'avais fait construire un récit, si vous voulez. Oui, tout à fait. Peut-être pour Andaille, si... C'est vrai que je suis étonnée que Carole Grosopoulos ait coupé sa caméra à ce moment-là, alors que c'est un moment où on a envie de... Non, il y en a encore un peu, mais pas beaucoup. Ou alors c'est une projection anachronique de ma part, parce que précisément au moment où je dis tout ça, et avec la violence des manifs en ce moment, il y a peut-être quelque chose que j'ai projeté où ça me semblait logique que la réalisatrice ait continué à filmer. Alors, on est quelques-unes dans la salle à avoir été à Andaille. Oui. D'ailleurs, on voit prendre une photo dans l'extrait que tu as montré. Je trouvais ça marrant. Et donc, Anne-Marie, tu es là aussi, qui est à Andaille. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Carole et moi, on a chacune fait un film sur Andaille. C'est vrai. Oui. Et donc, là, les dernières images, en fait, c'est... Vidéaste. Les dernières images, les images que j'ai prises et que j'ai données à Carole. Ah, merci. Donc je sais très bien que ça ne s'arrête pas de là comme ça. C'est les dernières images que j'ai filmées par Anne-Marie Fortress, ici présente, et elle a donné ces images à Carole Grosopoulos. C'est pour dire que c'était un échange entre Carole et moi sur de nos images. Il y en avait certaines qui l'intéressaient, les autres qui m'intéressaient. Et les dernières images sont donc des images que j'ai prises. Et ça ne s'arrête absolument pas comme ça dans notre film. Le cordon, c'est la frontière entre la France et l'Espagne. Et après, moi, j'ai continué à filmer. Et les intercalaires, il fallait... Comme ça, il y a eu des échanges entre les flics et les filles. Mais on est arrivé face à face. Hein. C'est ça. D'accord, donc effectivement, vous répondez à ma question, ça a été filmé. Voilà. Ce qui arrive après. Non, mais c'est la fin, oui. C'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'elle ne pouvait pas aller plus loin puisque on passait en Espagne. Si, elle dit, j'ai continué. Elle y était, ce sont ses rushs. Ce sont mes rushs, ça. Oui. Et après, non, mais j'ai bien compris. compris. Dans notre film, ça continue. Ça ne s'arrête pas là. Trop loin. Oui, mais personne passe en Espagne. C'est ça que je voulais dire. Non, mais on se rapproche, il y a vraiment une Ah oui. Non, mais personne passe en Espagne, c'est ce que je vais répondre. C'est quand même c'est une frontière. Mais je crois l'avoir dit tout à l'heure, quand ils arrivaient à la frontière. Ça ne peut pas paraître frontière, mais c'est une frontière. Bien sûr, c'est ça qui bloque, en fait. Alors, si vous voulez voir le film en entier, de toute façon, Simone de Beauvoir, comme ça vous aurez le... Et celui de Marie. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions? Alors, d'abord, je remercie beaucoup Geneviève Fraisse d'avoir répondu à ce challenge parce qu'on a quand même à peu près 1300 titres, plus des rushs dans nos archives. Donc voilà, elle s'est plongée avec l'aide de Peggy justement dans ces archives pour constituer ces 3 montages avec une chronologie donc, et des thématiques qu'elle a choisies. Et ça nous permet d'abord de montrer toutes ces archives qui sont importantes pour l'histoire des luttes des femmes, mais aussi, vous allez plus largement pour l'histoire avec un grand H, on va dire. Et l'éclairage qu'on a donné Geneviève, évidemment, pour nous est précieux, et c'est ce qu'on essaie de faire à chacun de ces festins, c'est d'avoir un éclairage de personnes qui travaillent, alors elles peuvent être historiennes, philosophes, réalisatrices, artistes, de donner un éclairage à ces archives et de vous inciter à les voir. Et régulièrement, on reprend donc ici dans cette salle certains de ces films en entier. Alors par exemple, Barbara Hammer était venue présenter, est venue plusieurs fois présenter des films ici. Donc dans la mesure du possible, malheureusement elle est décédée maintenant, mais dans la mesure du possible on le fait donc avec les personnes qui ont réalisé ou avec quelqu'un qui a connu l'événement dont il est question et qui peut l'accompagner. Donc c'est aussi une incitation à ce que vous reveniez aussi à nos séances et aussi à ce que vous pouvez aussi organiser des séances avec ces films je ne sais pas si vous êtes prof dans vos établissements scolaires, si à l'université, dans une salle de cinéma, etc. Donc il faut que ça circule en fait et que ce soit connu pour justement que cette histoire elle fasse sens et qu'elle ne soit pas enfouie sous des couches comme c'est un peu le cas. Non, puis les films de Barbara Hammer sont très beaux. On peut dire aussi son film.
C'est-à-dire qu'on a à la fois des documents et des œuvres d'art. Voilà, donc plus de questions. Vous parlez des prisonnières, il y avait effectivement un pot, mais il y avait aussi beaucoup qui étaient à la petite roquette. Il y avait par exemple Hélène Cuena, il y avait aussi Zina Areg, Cécile de Cugy, ça c'était juste un petit rappel historique, qui était membre du réseau Janson, réseau Curiel. C'était un petit rappel, il y avait aussi juste... Oui, mais sauf que ça ça, va dans c'était le des femmes, des Algériennes qui avaient été transférées à Paris. Il y en avait aussi, oui, quelques-unes. Oui, parce que Jamila Amran, elle dit que, bon, elle parle de ce transfert d'hommes aussi, hein, et elles étaient, je crois, une quarantaine, donc à Pau. Vraiment, pour les femmes, et c'était par rapport à la question pour la mémoire, justement, comment, vous parlez de rétablir une historicité, je trouve ça très intéressant, mais comment, par rapport à la question de la mémoire aussi, comment qu'une mémoire en parallèle peut se créer ou pas, c'est une question très vaste, hein, je l'accorde, mais sans opposer là, justement, par rapport à la question de l'histoire et de la mémoire, c'était par rapport à ça, ma question. Mais c'est pour ça que, notamment, ce film, d'une part, et l'historienne qui est Jamila Amran, d'autre part, sont extrêmement précieux, quoi. Parce que, qui connaît... Nous, moi, je me souviens, le moment où on a commencé à dire, mais vous savez, il y avait des femmes dans la guerre d'Algérie. C'est dans nos... Je ne sais plus, on peut retrouver des années où tout d'un coup... Vous savez, il y avait des femmes. Mais qui le savait? Personne. Bon, c'est comme les résistantes, etc., etc. Donc c'est aussi ça, l'historicité. Mais l'historicité, ça veut dire plus que de restituer l'histoire, que de restituer le rôle des femmes, actrices de l'histoire, etc. C'est beaucoup plus. C'est cesser que cette question-là soit sans cesse sortie de l'histoire pour être atemporalisée. Et c'est ce qu'on fait pour dominer. C'est la stratégie de la domination, c'est d'en faire un objet non historique. Et moi, l'historicité, c'est pas seulement la prise de l'histoire. C'est là où j'avais eu un petit échange différent avec Françoise Héritier là-dessus. Non pas parce qu'elle était... non parce qu'elle pensait... Elle ne voyait pas ce que j'entendais par historicité. Et l'historicité, c'est pas seulement faire de l'histoire ou réparer l'histoire, etc. Ce qu'on commence à faire particulièrement bien en ce moment, c'est faire en sorte qu'on ne réextrait pas. Quand on dit de cet été, ces militantes excitées, hystéro, machin, c'est pas seulement qu'on répète l'injure, c'est que c'est une façon de les enlever de l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas un acte historique, c'est un acte moral, psychologique, névrotique, etc., etc. Bon, ça c'est un exemple très facile. Il est beaucoup plus subtil dans plein d'endroits. Et c'est cette subtilité que moi j'essaye de dénicher ou de virer du côté malsain que ça représente, et qui est une façon... C'est donc l'historicité, c'est vraiment... On peut réparer l'histoire sans faire bouger cette question de l'historicité. C'est là où j'en suis moi, en tout cas, depuis un certain temps. Alors c'est pas nécessairement bien entendu de la part de mes collègues, mais c'est là où moi j'en suis. C'est que c'est vraiment très difficile la question de l'historicité. Et parfois il y a des choses, parfois ça marche. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris le film d'Orlan et que j'ai rappelé par exemple Fourier. C'est-à-dire ou bien qu'il y a l'histoire de l'enfant et de l'arme et de l'enfant dans la Casbah. C'est que là, l'histoire, elle s'écrit avec ces trucs-là. Et si on les intègre pas, ce qui n'est pas seulement restituer cette combattante-là, mais si on n'intègre pas que l'histoire s'écrit comme ça, on laissera ces choses-là de côté. Tandis que moi, je veux les introduire pour voir ce que ça dérègle. Ce que ça dérègle. Et de la société et du récit historique. Et ça dérègle des trucs. En tout cas, bon là, ça me demanderait, là, faudrait que je recommence une autre intervention, donc j'arrête. Mais voilà, merci pour votre question en tout cas. Enfin, votre remarque. Pardon. Alors, vive le dérèglement, et donc on vous retrouve le 30 novembre, j'espère, et le 21 décembre. Et entre-temps, s'il y en a qui vont vers Nantes, il y a une rétrospective Delphine Seyrig qui commence à la fin du mois. Et je voulais justement remercier aussi Geneviève pour avoir montré cette action à Stuttgart, qui montre aussi que Delphine Seyrig et d'autres étaient présentes dans des luttes internationales depuis toujours. Et ça a d'ailleurs très bien été restitué dans l'exposition sur Delphine Seyrig et les collectifs vidéo féministes des années 70-80. Il existe un catalogue, alors il est en anglais, en espagnol, on va essayer de le faire traduire en français, que vous pouvez trouver sur le site du musée Reina Sofia à Madrid. Voilà, c'était juste un petit rappel si vous voulez en savoir plus. Et je remercie vraiment beaucoup Geneviève Fraisse. Et je remercie aussi la salle de cinéma de nous accueillir. C'est important d'aller au cinéma, de continuer d'y aller avant 21h. Hein. Aller au cinéma parce qu'ils en ont besoin. Je remercie aussi Laetitia pour avoir tourné donc, cet échange et toute l'équipe du centre. Merci Geneviève. Merci.